Retour du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta de la Guinée et du Libéria, deux pays fortement touchés par la maladie à virus Ebola. Le chef de l'État qui est allé exprimer sa solidarité, sa sympathie et celle du peuple malien à ses pays frères a affirmé que le Mali ne fermera jamais ses frontières avec la Guinée à cause de la maladie à virus Ebola. Situation toujours confuse au Burkina Faso après la démission forcée de Blaise Compaoré. Des milliers de manifestants à Ouagadougou, à l'appel de l'opposition, se sont rassemblés pour une transition démocratique et civile. Des manifestants qui exigent le retrait de l'armée de la scène publique. Célébration de la nuit de l'Ashura, la nouvelle année de l'Hégire 1436, demain lundi 3 novembre. Jour d'invocation par excellence, l'Ashura symbolise l'implantation de l'islam sur la terre. Nous en saurons plus dans le dossier réalisé par Alpha Maïga. Un autre dossier, celui de la culture, lui s'intéresse aux activités culturelles, artisanales et touristiques de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le week-end dernier à Bandiangara, avec un regard sur le textile d'Ogon. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur le programme de l'ORTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Le président de la République a regagné Bamako hier soir en provenance de Monrovia, à la capitale libérienne. Ibrahim Boubacar Keïta est allé exprimer sa solidarité, sa sympathie et celle du peuple malien à l'endroit du Libéria, pays le plus affecté par la maladie à virus Ebola. Après la Guinée, où le chef de l'État malien avait livré le message fort de solidarité, le président Ibrahim Boubacar Keïta a voulu être présent sur le terrain malgré les contacts téléphoniques permanents avec son homologue libérien. Envoyé spéciaux Tessira Emmanuel Dambélé, Brahima Koulibaly. C'est dans les situations difficiles que l'on reconnaît ses amis et le Mali vient de réaffirmer toute son amitié au peuple libérien, sérieusement affecté par la maladie à virus Ebola. Plus de 2400 morts depuis le début de l'épidémie selon l'Organisation mondiale de la santé. Au moment où les pays les plus touchés par Ebola sont l'objet de stigmatisation et souvent de fermeture de frontières, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de se rendre sur place pour écouter et exprimer tout le soutien du Mali au Libéria, malgré les contacts téléphoniques permanents entre les deux chefs d'État. Le Mali est aux côtés du Libéria dans cette épreuve. Et l'Ebola n'est pas une personne. Vous avez vu, nous avons eu un cas nous aussi. Et l'Ebola n'est pas un mal qui frappe un pays. Frappe des gens à l'intérieur d'un pays. Donc un pays ne doit pas être mis au banc parce qu'il y a l'Ebola. Voilà le sens aussi de ma visite. Je suis venu, j'ai vu, j'ai apprécié ce qui est fait ici, ce qui est à l'œuvre ici. Je repars d'ici, de Monrovia, confiant. Et ça, je tenais vraiment à faire ce voyage-là. Je repars rassuré. Un geste qui est allé droit au cœur de la présidente du Libéria, heureuse d'accueillir le président malien. Au moment où tous les regards sont tournés vers ce pays et ses centres de traitement Ebola, Ellen Johnson-Sirleaf note une stabilisation de la situation sans pour autant se hâter d'annoncer une fin de l'épidémie. Nous avons maintenant atteint un niveau où il y a une réduction du nombre de personnes qui vont dans les centres de traitement d'Ebola, une réduction des internements liés à la maladie. Nous ne voulons pas être heureux trop vite et nous disons aux populations de faire attention, de continuer à prendre toutes les précautions, de continuer à faire tout ce qu'elles peuvent pour combattre la maladie jusqu'à ce que le pays sente réellement qu'il a fait baisser la courbe. Le message livré à Monrovia est donc le même livré à Conakry. L'épidémie d'Ebola n'est pas une raison de stigmatiser, encore moins une raison pour le Mali de fermer ses frontières avec ses voisins. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour échanger pendant quelques minutes avec la communauté malienne de Monrovia qui a tenu à le rencontrer. La veille, le président de la République avait livré le même message fort en Guinée, devoir de solidarité à des moments difficiles avec un peuple avec qui le Mali partage tout. Le Mali ne fermera pas et ne fermera jamais ses frontières avec la Guinée à cause de la maladie à virus Ebola, a dit Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue Alpha Condé et à tout le peuple guinéen. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Vendredi 18h30, aéroport de Conakry, le président de la République est accueilli par son homologue Alpha Condé de Guinée. La Guinée, première étape d'une tournée du chef de l'État dans les pays les plus touchés par la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest.
Une maladie tellement redoutée qu'elle a été à la base de la fermeture de certaines frontières. Mais le président Ibrahim Boubacar Keïta est ici pour manifester sa solidarité et celle du peuple malien au peuple guinéen. Après ses voisins sierra-léonais et libériens, la Guinée est le troisième pays le plus touché par la maladie à virus Ebola avec plus de 750 morts. Mais pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas une raison de stigmatiser, encore moins de fermer les frontières. L'Ebola peut affecter chacun d'entre nous. Donc, nous ne pouvons pas, personne ne peut admettre qu'un pays soit indexé ou stigmatisé au motif que dans sa population, il y a des porteurs de virus à Ebola. Et je connais aucun pays, je ne sache aucun pays dans le monde qui pourrait se penser à l'abri de ce mal-là, que nous devons combattre tous ensemble, pas en fermant les frontières, sûrement pas, pas en fermant le cœur, pas en fermant les yeux. Je suis venu ici dire au peuple de Guinée, nous sommes ensemble. Nous ne fermerons jamais les frontières du Mali, jamais. Nous ne ferons jamais en sorte de laisser stigmatiser aucun peuple, surtout pas le peuple de Guinée. Le président Alpha Condé s'est dit très heureux de ce geste de solidarité. Ici, on estime que le Mali et la Guinée sont les deux poumons d'un seul corps et le chef de l'État guinéen dit que son pays restera aux côtés du Mali dans la reconquête totale de son intégrité territoriale. Tant que le peuple malien n'aura pas recouvert la totalité de son territoire, c'est-à-dire la souveraineté du gouvernement malien sur l'ensemble du territoire et l'intégrité du peuple malien, nous serons à ses côtés et l'armée guinéenne se battra à ses côtés jusqu'au jour où on reconnaîtra cela. Maintenant, il reviendra au peuple malien de savoir s'il faut faire une décentralisation ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous n'accepterons jamais qu'on impose une quelconque division du Mali. Visiblement, les contacts téléphoniques entre les deux chefs d'État n'ont pas suffi. Être présent sur le terrain pour témoigner de sa sympathie, voilà ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a choisi. Au plan national, à Caille, 48 heures après la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le département renforce les capacités de l'équipe régionale de lutte contre la fièvre Ebola. Il lui a remis jeudi des ambulances, un véhicule 4x4 et 4 motos pour l'hôpital régional, le centre de santé de référence et la direction régionale de la santé. Mahamadi Aliou Bari. La dotation des services de santé à moyen roulant est l'une des recommandations formulées par l'équipe nationale pluridisciplinaire lors de la visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Eh bien, le département a réagi en mettant à la disposition des autorités régionales 2 ambulances, un véhicule et 4 motos d'été flambant neufs. Ce don vient à point nommé car il permettra de renforcer les capacités de l'équipe régionale, de faciliter la mobilité des agents et le suivi des activités sur le terrain. Tout le monde est content et je crois que ça peut motiver davantage le personnel. Ça ne peut que nous renforcer, ça ne peut que nous réjouir, ça ne peut que nous conforter dans notre volonté de faire le maximum pour mettre un holà à cette épidémie. Il y a d'autres partenaires stratégiques qui interviennent également sur tout le pays. Mais l'appel que j'avais lancé, c'était vraiment au niveau local pour que nous-mêmes, on se mobilise pour faire le maximum à notre niveau. Les autorités régionales invitent les populations de la première région à rester vigilantes et à suivre les consignes de prévention contre la maladie à virus Ebola. La convergence pour le développement du Mali emboîte les pas dans les activités de lutte contre le virus Ebola. Elle vient en effet à travers son mouvement des femmes d'initier des journées nationales de sensibilisation sur la maladie. L'objectif de ces journées est d'informer et de sensibiliser les femmes leaders tout en les dotant d'outils indispensables pour la prévention. La cérémonie de lancement des dites journées s'est déroulée ce matin au Centre international de conférence de Bamako avec les femmes leaders de la CODEM des 6 communes du district de Bamako. Abdraman Maïga. Ces journées d'information et de sensibilisation renforcent les actions entreprises par le gouvernement pour prévenir la maladie à virus Ebola. La stratégie adoptée par le mouvement des femmes de la convergence pour le développement du Mali est de doter les leaders des 6 communes du district de Bamako d'outils indispensables pour mener des actions de sensibilisation auprès de la population. Si prévenir, c'est guérir, les bonnes pratiques des mesures préventives de la population doivent être largement diffusées, vulgarisées et mieux maîtrisées pour être efficaces. En organisant ces journées,
La convergence pour le développement du Mali, CODEM, démontre une fois de plus que le rôle d'un parti politique n'est pas seulement de mobiliser les électeurs. Mon appel s'adresse particulièrement aux femmes qui constituent le pilier et la colonne vertébrale du foyer, car elles veillent collectivement et individuellement sur chaque membre de la famille à des degrés différents pour une meilleure application des mesures préventives dans la lutte contre le virus Ebola. Cette initiative s'inscrit, selon le président de la CODEM, en droite ligne des missions assignées aux partis politiques. Le contenu de ce communiqué à présent, avant de poursuivre, le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que dans la matinée du dimanche 2 novembre 2014, aux environs de 8 heures, une des positions tenues par les forces armées maliennes à Al-Moustrat, dans le cercle de Bourem, a été la cible d'une attaque par engin explosif posée par des individus non encore identifiés. Le bilan est de 2 morts et 4 blessés parmi les militaires. Le gouvernement condamne fermement cet acte terroriste et lâche qu'il juge contraire aux engagements pris par les responsables des groupes armés dans l'accord de cessez-le-feu de mai et la déclaration de cessation des hostilités signée en juillet à Alger. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement salue le bon comportement des populations et les invite à garder leur calme et surtout à partager des informations avec les personnels des forces armées de sécurité afin d'aider à traquer l'ennemi sur toutes ses formes. Il réaffirme son soutien entier et total aux FAMA pour la réussite de leur mission de sécurisation du territoire en collaboration avec les alliés du Mali. Actualité hors de nos frontières, situation toujours confuse au Burkina Faso. 3 jours après la démission forcée de Blaise Compaoré, de milliers de manifestants à Ouagadougou, à l'appel de l'opposition, se sont rassemblés pour une transition démocratique et civile. Des manifestants qui exigent le retrait de l'armée de la scène publique. Une médiation internationale sur place est à pied d'œuvre. Elle souhaite également que ce soit un civil qui gère la période de transition. Il n'y a pas autant de monde que prévu sur la place de la Nation, rebaptisée pour l'instant Place de la Révolution. Dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, des milliers de manifestants ont répondu ce dimanche matin à l'appel de l'opposition pour une transition démocratique. L'opposition réaffirme la nécessité d'une transition consensuelle qui prend en compte toutes les composantes de notre société. Nous disons bien toutes les composantes de notre société. Une fois le discours terminé, les manifestants sont plus directs. L'armée doit quitter immédiatement la scène publique. Les plus grandes démocraties du monde sont gouvernées par les civils. Il n'y a pas de militaires. Alors que la manifestation est en marche, la médiation internationale présente au Burkina Faso se met au diapason. Conduite par l'ONU, l'Union africaine et les pays ouest-africains, cette délégation demande qu'un civil conduise la transition sous peine de sanctions. La mission a engagé toutes les parties prenantes à œuvrer pour le respect des droits humains pour que la gestion de la transition se fasse dans un contexte de respect des droits individuels, des choix individuels. La mission de concertation s'est entretenue avec la hiérarchie militaire et le lieutenant-colonel Isaac Zida, devenu chef de l'État du Burkina Faso. Il a assuré avoir bien compris le message et rencontrera dans les prochains jours les partis politiques de l'opposition. Relatif au même sujet, c'est communiqué du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali. Le Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali a suivi avec beaucoup d'attention les événements tragiques qui se sont déroulés au cours de cette semaine au Burkina Faso, ayant pour conséquence un changement à la tête du pays. Face à cette situation tendue, le Rassemblement pour le Mali ne saurait rester en marche, car le parti a toujours œuvré auprès des organisations ayant pour credo la lutte pour la justice, la solidarité, la démocratie et l'alternance. C'est pourquoi le Bureau politique national du RPM apporte son soutien au peuple du Burkina Faso en ces instants critiques de son histoire. À cette occasion, le RPM invite toutes les forces vives de la nation burkinabé à s'unir afin que le pays retrouve rapidement la paix
paix, la stabilité et le retour à une vie normale. Il exhorte le peuple burkinabé à faire face aux multiples défis auxquels leur pays est confronté dans un élan de dévouement et de patriotisme avéré. La récompense du mérite pour encourager les initiatives et comportements exemplaires, tel est le credo du Conseil national des jeunes qui consacre une nuit entière aux personnes qui se sont faites remarquer par leur travail au service de la société. Cette première édition a consacré une dizaine de personnalités structurées réparties en 4 catégories. La cérémonie était placée sous la haute présidence du Premier ministre qui avait à ses côtés les autres membres du gouvernement. Compte rendu de Alousséni Touré. Dans la catégorie association, la palme est revenue à l'association des pionniers du Mali, avec dans le rôle de pionnier VIP l'ancien ministre Bakary Traoré, dit pionnier. La jeune chambre internationale et une jeune association de Gao dénommée Nous pas bouger. Dans la catégorie des jeunes leaders, Feu Siriman Traoré dispute la place avec ses anciens camarades Draman Diara et Baba Mohamed Arbi. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, le projet d'appui à la jeunesse malienne et Orange Mali se sont distingués dans la catégorie entreprises et structures d'appui. Enfin, au titre des intervenants jeunes, la récompense du mérite est revenue à Tidjani Koulibaly, Bemba Amara Diabaté et Ayama Babatouré, directrice régionale de la jeunesse de Sikasso. C'est une volonté aujourd'hui pour nous d'aller vers la reconnaissance du mérite, parce que nous estimons que dans notre pays, le mérite n'est pas assez reconnu, l'excellence n'est pas assez reconnue, et donc du coup, ça fait que les talents dorment en beaucoup de jeunes. Et nous avons estimé, en tout cas au niveau du comité exécutif, qu'en organisant une nuit comme ça, nous pouvons effectivement reconnaître le mérite et récompenser les meilleures associations de jeunes qui se seront distinguées au courant de l'année 2013 par le portage de projets pertinents au bénéfice des jeunes. Pour une première édition, les jeunes ont réussi à fédérer autour d'une idée novatrice l'ensemble des décideurs publics comme privés. C'était un sentiment vraiment de joie, de fierté et une manière de m'encourager vraiment à en faire de plus pour la jeunesse. Un sentiment de joie, de fierté et surtout d'honneur que la jeunesse malienne, encore une fois, après les Tamani d'or de Kidal, Tombouctou et Gao, reviennent vers nous pour dire que nous faisons partie des méritants et des structures qui appuient, qui assistent, qui encadrent la jeunesse malienne. Je suis vraiment ému. Je sais qu'il y a peut-être des milliers de jeunes qui méritaient ce prix comme moi. Et donc je le sens aussi comme un fardeau. Parce que tout simplement, mes jeunes cadets au niveau de la jeunesse voient à travers ce prix en moi un repère. Donc je dois continuer à mériter leur estime, à mériter leur confiance. Tous sont d'avis que le mérite n'est pas toujours valorisé au Mali. Cette initiative de la jeunesse, c'est pour dire que nous devrons avoir des repères dans l'avenir, que la jeunesse doit avoir un repère social, économique, politique. Ce premier coup ne sera certainement pas le dernier et cette édition en appelle une autre. Détenteur du prix spécial du chef de l'État, le Premier ministre a rassuré. Il est temps que dans notre pays, nous n'attendions pas le décès des personnes pour les célébrer. Il est temps que dans notre pays, nous fassions en sorte que les vivants, du fait de leur mérite, soient célébrés. Je pense que c'est en cela que nous encouragerons le mérite. C'est en cela que nous ferons en sorte que les méritants fassent et continuent à faire plus d'efforts pour mériter de la patrie. Je pense que la reconnaissance a pour but d'amener les récipiendaires à faire plus et mieux. Mais s'ils sont décédés, il sera difficile de faire plus et mieux. Cette cérémonie-là vraiment vient à point nommé et j'ai bien pris note de la sollicitation du chef de l'État pour la prochaine fois. Je lui transmettrai cette sollicitation et je ferai en sorte qu'il puisse y répondre favorablement. Hommage a été rendu à Feu Siriman Traoré, ancien président du CNJ, arraché à l'affection de tous. Vivement la prochaine édition.
Après une formation de 2 semaines inscrite dans les préparatifs de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les 2 meilleurs reportages ont été primés ce dimanche. Organisés par RFI, Radio France Internationale, en partenariat avec France 24, France Média Monde, l'Institut National Audiovisuel, l'École de journalisme de Sciences Po et l'ORTM, l'initiative visait à former 10 journalistes et 10 techniciens radio. Moussa Fani. C'est Aracel Tessougui de l'ORTM et Sidi Mohamed Diko qui sont les lauréats de la première édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Une manière pour les hommes des médias d'immortaliser ces 10 reporters de la radio France Internationale assassinés le 10 novembre 2013 à Kidal. On est très fiers qu'ils s'inscrivent dans la lignée de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, qui ont été 2 professionnels exceptionnels, que toute l'Afrique a aimés et dont la mémoire reste gravée dans tous les cœurs. Eh bien, on est fiers que de cette douleur qu'on a eue en les perdant naisse aujourd'hui l'espoir à travers cette bourse et cette transmission de savoir à une nouvelle génération africaine. Les 2 lauréats ont salué cette initiative de RFI et ses partenaires. Je suis content d'abord de la formation que j'ai reçue et puis de l'état, c'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui, c'est-à-dire que de la presse ici au Mali, donc et de la technique. Je suis très contente, très heureuse d'avoir gagné ce prix de la première édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et ce prix, je le dédie à tous les journalistes assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Et je dis que ce prix est le prix de la liberté de presse. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a réitéré l'engagement des autorités maliennes pour que lumière soit faite sur les circonstances de la mort de 2 reporters. Je voudrais placer cette journée sous 3 thèmes. Tout d'abord celui de la vérité, aussi celui de l'engagement et malgré tout celui de la victoire. Nous voulons que les coupables de cet assassinat soient arrêtés et traduits devant la justice. Cela ne nous les rendra pas, certes, mais il ne faut laisser aucun espace d'impunité aux forces obscurantistes, ni à qui que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Oui, la justice malienne est déterminée. Elle est déterminée, en étroite collaboration avec la justice française, à faire toute la lumière. Les 2 lauréats dans la catégorie jeunes journalistes et jeunes techniciens bénéficient ainsi d'une formation de 4 semaines à Paris au sein de la rédaction de RFI. La session de formation se déroulera du 15 février au 14 mars 2015. En la mémoire de Ghislaine et Claude, le 2 novembre de chaque année est décrété Journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Voilà, et juste après ce journal, vous pourrez suivre l'entretien que nous avons réalisé avec la présidente du groupe France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, qui sera interrogée par Youssouf Diakité. Ouverture hier au Centre international de conférence de Bamako du Forum de consultation nationale sur le thème culture et développement. Cette consultation sur l'intégration de la culture est conduite par le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Culture avec l'appui du PNUD, du FNUAP et de la MINUSMA. La rencontre s'inscrit dans l'agenda du développement post-2015 qui succédera aux objectifs millénaires du développement. Prennent part à ce forum des acteurs clés représentatifs de la diversité culturelle, géographique et professionnelle du Mali. Soirée. Ce forum fait suite à la première série de consultations nationales entamées dans notre pays en août 2013 pour explorer le lien entre culture et développement. Il intervient surtout dans un contexte très particulier où le Mali vient de traverser une crise profonde avec de graves conséquences politiques, sécuritaires, socio-économiques et humanitaires. Le rendez-vous de Bamako ambitionne de dégager une vision cohérente de la contribution de la culture au développement durable du Mali. Seulement 5 pays à travers le monde ont été choisis par les Nations Unies pour mener ces consultations nationales. Le Mali est avec l'Équateur, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Maroc les seuls 5 pays dont la candidature a été retenue par le groupe de développement des Nations Unies pour organiser ces consultations nationales. Si le Mali a été choisi, c'est aussi parce que c'est le seul pays auquel le Conseil de sécurité a reconnu le rôle de la culture comme élément de réponse aux causes profondes du conflit que le pays a connu.
Le Mali a choisi d'articuler sa contribution à ce forum autour de 3 sous-thèmes suite aux échanges menés entre les organes impliqués, à savoir culture, environnement et changement climatique, culture et réduction de la pauvreté, et enfin culture, inclusion et réconciliation nationale. Autant de sujets qui viennent s'ajouter au thème central de cette consultation nationale. Elle revêt une grande importance pour le Mali, autant par sa portée et ses enjeux que par la confiance de la communauté internationale à notre endroit. C'est la manifestation d'un engagement résolu à placer la culture au cœur des politiques et stratégies de développement à l'ultime étape de l'agenda post-2015. Notre pays se réjouit d'apporter sa modeste contribution à ce processus en abritant une des 5 consultations nationales lancé par le secrétariat post-2015 sur le thème de la culture et du développement durable. L'objectif global de cet événement est de finaliser la consultation nationale et valider le rapport issu du processus de consultation nationale sur le thème culture et développement au Mali. Un document qui sera transmis au secrétariat de l'agenda post-2015 de l'ONU. Les rideaux sont tombés aujourd'hui sur les travaux de la 2e convention extraordinaire du Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS. Un bureau politique national de 76 membres a été mis en place avec Ahmed Diané Séméga comme président d'honneur du parti, Amadou Abdoulaye Diallo, président du parti, Abdoul Wahab Traoré, secrétaire général du parti, Dandara Touré, présidente des femmes, et Moulay Aïdara, président du bureau de la jeunesse. Nous reviendrons en détail dans nos éditions de demain sur cet événement avec Daouda Sidiki Diara. La Fédération des associations maliennes pour l'assainissement et la protection de l'environnement a organisé hier samedi une interpellation démocratique des élus locaux de la commune de l'exercice entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la ville. C'est dans le même cadre que le ministre de la décentralisation et de la ville a visité certaines rues pavées et le marché de Missira en commune 2 du district de Bamako. Nous retrouvons Moussa Fane. Cet exercice démocratique vise l'amélioration de la gouvernance locale. C'est un cadre d'échange entre citoyens et autorités communales sur les sujets intéressant la vie de la commune. Malgré l'importance de cet espace d'interpellation, les élus locaux de la commune 2 du district de Bamako n'ont pas répondu à l'invitation de la Fédération des associations maliennes pour l'assainissement et la protection de l'environnement, FEMAP. On a été désagréablement surpris de voir que les élus locaux n'ont pas voulu répondre à notre invitation parce que venir, ça aurait été une manière de répondre à des questions auxquelles ils n'ont peut-être pas de réponse. Je ne sais pas. Mais c'est frustrant et c'est inquiétant parce que la gouvernance et la démocratie commence d'abord au niveau local. Je regrette l'absence des élus locaux. Je pense que moi je me suis livré à cet exercice-là et ça a permis aux populations de poser les problèmes qui sont les leurs au quotidien et que nous en tant que décideurs nous avons l'obligation de comprendre et nous avons l'obligation aussi d'y trouver des solutions. Cette espèce d'interpellation démocratique s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la ville, célébrée le 31 octobre. Autre fait marquant cet événement, la visite de certaines rues pavées de la commune 2 par le ministre de la décentralisation et de la ville. Selon Ousmane Sy, ces initiatives de la FEMAP doivent être encouragées. C'est là pour rendre les villes du Mali plus coquettes. Quand on laisse les initiatives locales, citoyennes s'exprimer, nous pouvons faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, Bamako, comme beaucoup de villes du Mali, sont encombrées par le fait qu'on a l'impression que les citoyens ne savent pas bouger, ne savent pas prendre des initiatives. Or, la preuve est là. La Fédération des associations maliennes pour l'assainissement et la protection de l'environnement a réalisé ces rues pavées il y a 5 ans. C'est demain, lundi 3 novembre, qu'aura lieu la rentrée des cours et tribunaux. Un événement solennel présidé par le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette année, le thème de la rentrée est justice et protection de l'environnement. Un thème qui, selon les initiateurs, reflète les préoccupations du peuple. En marge de la rentrée des cours et tribunaux, un colloque international sera organisé les 4 et 5 novembre prochains. En prélude à ces journées, notre reporter Mohamed Diarra nous plante le décor.
La rentrée judiciaire est un exercice républicain. Elle marque la fin des vacances de la famille judiciaire. C'est une disposition de la loi numéro 02-054 du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature qui, à son article 17, fixe cette rentrée des cours et tribunaux. Cette année, la rentrée des cours et tribunaux est prévue pour ce 3 novembre et est organisée par la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Le thème retenu cette année est justice et protection de l'environnement. La Cour suprême et d'une manière générale l'institution judiciaire est interpellée par rapport à la protection de l'environnement. Tant il est vrai qu'au Mali, la protection de l'environnement, la lutte pour cette protection, la défense de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie sont des devoirs humains consacrés par la Constitution. Le choix de ce thème est une manière pour les responsables de la haute juridiction d'apporter leur contribution à l'aboutissement de l'engagement du président de la République en faveur d'une lutte efficace et sans merci contre la délinquance financière. En marge de l'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux, la Cour suprême organisera un colloque international les 4 et 5 novembre prochains. Et ce colloque est dédié justement au rôle et à la place de la justice dans la lutte contre la corruption. La Cour suprême part donc le choix de ce thème entend contribuer à l'émergence de la bonne gouvernance sous toutes ses formes, et notamment la bonne gouvernance économique. La Cour suprême, d'une manière originale cette année, a voulu aussi associer à cette réflexion des hommes du culte, des hommes religieux, la société traditionnelle, la société civile. Le colloque regroupera des sommités de la famille judiciaire du Mali et de l'extérieur. Ce colloque se veut donc un espace d'échange entre les professionnels du droit et les autres composants de la société civile. Au-delà de cet objectif général, le colloque vise spécifiquement à faire l'état des lieux par un effort de présentation de l'arsenal juridique et institutionnel existant en matière de lutte contre la corruption. Partager la perception de la société civile et des confessions religieuses, ainsi que l'approche culturelle de la notion de patrimoine public, de façon à ce que chaque Malien, chaque Malienne se sente concerné par la lutte contre la corruption et à y jouer résolument toute sa partition. C'est donc dire que Bamako servira de point de départ pour mener la croisade en faveur de l'assainissement des finances publiques. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales du Mali a l'honneur d'informer les invités, les honorables conseillers nationaux, les cadres de l'institution et la presse publique et privée que la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution se tiendra demain lundi 3 novembre 2014 à partir de 16h dans la salle de conférence du siège mis en place terminé 15h30. Tragique accident sur le 3e pont de Bamako. Aujourd'hui, un camion Ben a percuté un taxi qui a fini sa trajectoire dans le lit du fleuve. Le chauffeur de taxi s'est extrait de son véhicule avant sa chute. Les 2 passagers à bord, une femme et son enfant, sont morts. Et les opérations de secours appuyées par le Bozo sont en pied d'œuvre pour retrouver le corps de l'enfant. Fademba Keita. Ce spectacle désolant est un tragique accident de la circulation routière. En effet, des accidents comme celui qui s'est passé ce matin sur le 3e pont de Bamako dépassent l'entendement des témoins et de ceux qui savent la configuration de ce pont. Comment un taxi à son bord, une femme et son enfant a pu se retrouver dans le lit du fleuve? Et à quelle allure pouvait se trouver le camion Ben à l'origine de ce drame? Nous avons constaté qu'il y avait 3 victimes. La première victime, c'était le conducteur lui-même, et qu'il a été transporté par nos soins au niveau de l'hôpital du Mali. Il est sorti vivant, donc il y avait seulement quelques blessures. Maintenant, il y a 2 victimes actuellement qui étaient sous l'eau. Bon, selon les renseignements que nous avons recueillis sur place, les 2 victimes, c'est une femme et son enfant. La femme a été extraite. Nous pouvons avouer sans risque de se tromper que l'incivisme sur les voies et les excès de vitesse sont les motifs des accidents à répétition sur nos routes. Faute de GPS et de témoins, le camion n'a pas été identifié jusque-là. Le chauffeur sans remords a disparu dans la nature. Quant à l'enfant encore sous l'eau, les recherches se poursuivent
afin de retrouver le corps. Le taximan qui s'est sauvé avant la chute du véhicule s'en est sorti indemne. Au Mali, malgré les émissions de sensibilisation de l'ANASER, structure du département des transports, de l'ORTM sur la circulation routière, l'anarchie sur les routes va de mal en pire. Prudence donc sur nos routes. Les opérations de parachèvement et de pérennisation de l'AVEC ont enregistré des résultats moyens dans le district de Bamako. L'opération, initialement prévue pour le mois d'octobre, va finalement se poursuivre pendant le mois de novembre, ce qui va permettre à un plus grand nombre de citoyens de s'inscrire. Pour plus de détails, nous écoutons le gouverneur du district, Adi Traoré. Il est interrogé par Ba Traoré. Nous sommes crédités initialement de pouvoir enrôler en termes de nouveaux majeurs, quelques 121, dont environ 200 000 jeunes, qui sont déjà dans la boîte, dans la machine, et pour lesquels il s'agit tout simplement de faire la capture des empreintes digitales et la photo. Donc, c'est au regard des chiffres du bilan, c'est à ce niveau que ça piétine, parce que à ce jour, nous avons pu enregistrer en tout cas, quelques 5000, n'est-ce pas, 346 précisément. Il y a des efforts à faire et il y a des outils à mettre en place pour aider à relever. Notamment, il nous faut rapidement démultiplier les listes des nouveaux majeurs à afficher. Je dirais maintenant, au lieu d'avoir 3 listes de nouveaux majeurs, nous allons voir comment on peut démultiplier pour que chaque équipe puisse détenir la liste. Dans l'ensemble, on est à 16%. C'est un chiffre relativement faible. Heureusement, le directeur m'a informé de la prolongation de ce travail jusqu'au 30 novembre. Donc c'est le lieu d'informer l'ensemble des équipes qui sont déployées sur le terrain pour dire de ne pas baisser la garde, que les gens s'approprient ce travail sur toute la chaîne. L'élection législative partielle du cercle de Yorosso a démarré dans une bonne ambiance. Les 87 466 électeurs ont donc à élire un député sur 14 candidats, dont un indépendant. Selon les responsables, toutes les conditions ont été réunies pour que l'élection se fasse dans les meilleures conditions. Ortem Sikasso, reportage de Idrissa Goulou Sissoko. C'est à 8 heures après l'ouverture des bureaux de vote que le préfet de Yorosso a voté au bureau numéro 2 du groupe scolaire. Pour cette élection législative partielle, ils sont 87 466 électeurs à voter pour 13 candidats et un indépendant dans 223 bureaux de vote sur l'étendue du cercle. Si à Yorosso, à l'ouverture des bureaux de vote, l'affluence était timide, à courir, elle était acceptable. D'où l'optimisme du président de la CENI quant à l'issue du scrutin. D'abord, par la campagne électorale. Comme nous l'avons constaté, il n'y a pas eu de dérapage durant la campagne électorale. Ça, c'est un bon indicateur pour une journée électorale apaisée. Ce matin également, le centre de vote que nous venons de visiter a ouvert à temps. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Et nous avons fait le tour de tous les bureaux de vote. Sur 7 bureaux de vote, je pense que ça a commencé timidement, mais ça commence bien quand même. Oui. Je pense que les dispositions qui ont été prises par l'administration, par la Cour constitutionnelle, par la CENI, toutes ces dispositions, je pense que nous font croire que tout se passera bien et que la remontée des résultats se fera aussi de façon efficace. Selon le chef de l'exécutif régional, toutes les conditions sont réunies pour que le scrutin se déroule normalement. J'ai fait le tour de quelques bureaux de vote déjà, de Yorosso à Kouri. D'une manière générale, pour le moment, la mobilisation est faible, mais ça se comprend, c'est un scrutin partiel. Et je pense que le contexte aussi joue un peu sur le déroulement du scrutin. Nous avons constaté même au moment de la campagne électorale, c'est vrai, les gens ont mené la campagne avec beaucoup de fair play, mais surtout avec beaucoup d'humilité. Pour le moment, en tout cas, le scrutin se passe normalement. Tout est en place, le matériel, c'est ce que revient surtout à l'administration de l'organisation matérielle. Il faut signaler qu'il n'y a pas eu d'incident pouvant entacher le scrutin.
Les populations du cercle de Bafoullabé ont marché jeudi dernier sur plus de 2 km pour dire non au fédéralisme, à l'autonomie et à la partition de notre pays. Elles soutiennent le gouvernement dans la recherche de la paix et de la cohésion. La marche a vu la participation du conseil local de la société civile et des autorités administratives et politiques. Jafar Aïdara. La population du cercle de Bafoullabé, à travers cette marche, a exprimé toute sa détermination à soutenir sans réserve les plus hautes autorités de notre pays dans la lutte contre toute forme de partition du Mali. Ainsi, sur plus de 2 km, elles ont dit non au fédéralisme, à l'indépendance et à l'autonomie, oui à la cohésion, à la paix dans un Mali un et indivisible. La population du cercle de Bafoullabé, par ma voix, exprime toute sa détermination à soutenir sans réserve les plus hautes autorités dans la lutte contre toute forme de partition du Mali. Au cours de cette marche, les populations de Bafoullabé ont remis une déclaration au préfet dans laquelle elles disent que le Mali est un, restera un et éternel. Le Mali, notre patrimoine commun, dont nous ne sommes que des usufruits, nous allons le léguer à nos héritiers tels que nous avons reçu de nos dossiers. On ne saurait réécrire l'histoire millénaire d'un pays. Cette marche, qui était encadrée par les forces de sécurité, n'a enregistré aucun incident. Les membres de 61 ménages réfugiés au Burkina Faso depuis 2012 sont retournés à Ebang Imalanan dans la commune rurale de Gossi. Pour leur accueil, une mission composée des représentants du ministère de la Réconciliation nationale, de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Gao, de la protection civile, d'une équipe médicale et des autorités communales de Gossi a été dépêchée sur place. Première action, la remise de vivres et de non-vivres pour leur installation. Envoyés spéciaux à Ibanga Imanalan, Vissakone, Moussabalo. Ils sont 325 personnes de 61 ménages à rejoindre le Bercail après 2 années d'exil forcé à Mantao dans la province de Soum au Burkina Faso. Parmi ces personnes, le chef de fraction Emidi Darène, un de Kalgossi. Ce retour du patriarche de Bangimalen a motivé tous les autres ménages à rejoindre leur terre natale. C'est pourquoi l'État malien, qui a été toujours aux côtés de ses fils et filles du Mali, a dépêché une équipe pluridisciplinaire dans leur localité. C'est ainsi que des vivres, des kits scolaires, des couvertures, des moustiquaires imprégnés ont été remis à ces personnes durement affectées. Je suis chez moi aujourd'hui et je suis très content et je vous remercie de la facilité de mon retour. C'est l'un des premiers chefs qui ont créé l'arrondissement de Gossi. Le reste, je vous rassure qu'ils vont rentrer. Ce retour volontaire a été totalement pris en charge par une conjugaison d'efforts du ministère chargé de l'action humanitaire et celui de la réconciliation nationale. L'objectif de cette mission, c'est de venir accueillir et appuyer l'installation et apporter l'appui nécessaire aux réfugiés de retour du Burkina. Population réfugiée et déplacée, à les encourager et faire un lobbying pour les ramener au pays. Et je crois que c'est ce que le ministère a pu faire. C'est terminé, l'insécurité est terminée au Mali. Il faut rentrer. Il ne faut pas rester dans un camp vraiment constitué, j'allais dire, un otage. Les personnes du 3e âge, les femmes et les enfants ont reçu des visites médicales. À travers cette marque de solidarité, tous nos compatriotes au Burkina Faso sont motivés par le retour, même si leurs habitats ne sont que ruines, explique Sidi Ould Aladrami, chef de fraction Berabiche Gourmand. L'ONG Right to Play a remis vendredi une importante quantité de matériel d'assainissement et de kits scolaires au Cap de Nyono et de Ségou. L'ONG a également rénové 6 salles de classe et entend aménager 12 aires de jeu dans le cercle de Nyono pour les élèves. La cérémonie de remise était présidée par Togola Jacqueline Marinana, ministre de l'Éducation nationale. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Bouakar Sissoko.
L'ONG Right to Play, dans le cadre de son projet d'éducation en situation d'urgence, a fait cet important appui au centre d'animation pédagogique de Nyono et de Ségou. Le don se compose de matériel didactique, de kits d'assainissement, d'hygiène, d'ordinateurs et accessoires, des équipements sportifs et de 2 motos. L'appui concerne également la rénovation de 6 salles de classe à Nyono. Il s'agit aussi de l'aménagement de 12 aires de jeux sécurisées pour les élèves du cercle de Nyono. L'investissement de Right to Play est estimé à 49 millions de francs CFA. Ceci est un projet d'éducation dans les zones d'urgence. Donc vous comprenez que quand on dit urgence, c'est d'abord l'humanitaire. Mais ça ne doit pas seulement se limiter à la distribution de vivres. C'est aussi mettre les enfants, qui sont l'avenir de demain, dans des conditions d'études appropriées. L'objectif recherché est de contribuer aux efforts du ministère de l'Éducation nationale pour favoriser l'accès des enfants à un enseignement de qualité. Right to Play, qui canalise l'énergie du sport et du jeu pour développer les habiletés chez l'enfant, inciter le changement social dans des communautés affectées par la guerre, la pauvreté et la maladie, ne pouvait choisir une zone plus appropriée que la circonscription de l'Académie d'enseignement de Ségou. En effet, cette académie a abrité depuis le début de la crise survenue dans le nord du pays plus de 31 000 déplacés, parmi lesquels plus de 1807 élèves. Fidèle à sa mission, Right to Play s'inscrit dans la dynamique du sport et du jeu pour une éducation de qualité au Mali à travers des actions de donation et de renforcement des capacités. Pour concrétiser cette conviction, un match de football a opposé les enseignantes de Ségou aux écolières. La journée africaine de la jeunesse est célébrée chaque 1er novembre. Cette année, c'est la ville de Bougouni qui a servi de cadre pour l'événement. Et c'est une conférence débat sur le thème national la lutte contre la dépravation des mœurs en milieu jeune qui a donné le ton des activités. Agali Agissa. Bougouni, la capitale du Bani entier, a l'honneur cette année d'abriter le lancement des activités de la journée africaine de la jeunesse. Le thème de cette 7e édition a tout son sens. Au plan international, le thème de cette année est réaliser le potentiel des jeunes femmes en Afrique. À travers ce thème, l'Union africaine entend faire la promotion des jeunes femmes afin qu'elles deviennent des actrices incontournables dans le développement du continent. Au plan national, nous avons retenu les thèmes de la lutte contre la dépravation des mœurs en milieu jeune. Le chômage des jeunes, l'influence négative des médias, le recul de l'autorité parentale sont entre autres causes de la dépravation des mœurs, un phénomène qui peut nuire à la cohésion sociale. Un enfant qui se saoule, qui ne fait que se droguer, qui s'adonne à la délinquance, il ne peut pas garantir un avenir pour sa famille, à plus forte raison pour le pays. Autre temps fort de cette rencontre, le bilan des activités de l'ONG danoise Born Fonden, qui signifie Fondation pour les enfants. Dans la mise en œuvre du projet Espoir pour la jeunesse rurale, Born Fonden a formé et équipé plusieurs jeunes dans les domaines comme l'agriculture, l'entrepreneuriat, l'éducation. Le dossier de la rédaction de ce soir est consacré à la nuit de l'Ashura qui sera célébrée demain lundi 3 novembre 2014. Il s'agit de la nouvelle année de l'Hégire 1436. Ashura, la nouvelle année, jour d'invocation, symbolise l'implantation de l'islam sur la terre. Quel comportement adopter et quels sont les mérites de ce comportement pendant l'Ashura? Des interrogations auxquelles Alpha Maïga tente de trouver des réponses. Ashura vient du mot en arabe Ashara qui signifie 10. Un grand jour dont l'origine remonte à l'an 622 avant Jésus-Christ et pour cause. Le 10e jour du Muharram ont eu leur victoire dans ce jour-là. C'est la victoire de la justice sur la grande dictature que le monde n'ait jamais connue. C'est-à-dire la victoire du peuple d'Israël sur le grand dictateur qui est la personne de Pharaon. C'est en réalité la date qui symbolise l'implantation de l'islam sur la terre. C'est dire que Ashura reste un jour de dévotion. Autrement dit, on tourne la page d'une année. Alors, que faire en ce jour Ashura? Faire du spécial au dîner
donner un dîner spécial à ta famille. Le prophète dit en ce sens que tout ce qui fait largesse, la nuit d'Ashura ou bien pendant la journée, aura une aide grandiose provenant du bon Dieu. Donc il n'y aura pas de difficulté à nourrir sa famille durant tout le reste de cette année. Chaque musulman doit jeûner le jour de Ashura pour remercier le bon Dieu d'avoir accordé la victoire aux croyants sur les mécréants. Jeûner la journée de Ashura, ça expie tous les péchés de l'année. Ashura a ses mérites, des mérites divers et focalisés sur le principe savoir punir et surtout pouvoir pardonner, et cela sans hypocrisie. Chaque événement de l'islam doit être positivé dans le sens du pardon, dans le sens de la tolérance réciproque. Donc l'islam recommande le pardon à tout moment, en toutes circonstances. C'est un bon jour de se pardonner, de se donner la main. Tel que actuellement notre pays a besoin de ça. On parle de réconciliation, on parle de paix. De nos jours, des pratiques culturelles sont venues s'ajouter aux traditions religieuses. Au nord du Mali, une partie de la viande de Tabaski, notamment les pattes, sont gardées soigneusement et ne sont consommées que le jour d'Ashura. Ce n'est pas le Coran qui mentionne cela, c'est une tradition. Des pays musulmans, les gens le font. Et les gens pensent que si vous faites la tabaski, il faut garder les pâtes et puis faire un grand repas. Et selon d'autres sources et d'autres hadiths, et donner aux pauvres, aux indigènes, et aux voisins, et aux autres et la famille. C'est une bonne chose. Ce qui vaut dans l'islam de Bamako vaut aussi pour celui de Tombouctou et d'ailleurs. Voilà, donc tout naturellement, et ceci est une tradition. Ce jour, lundi 3 novembre 2014, c'est la nouvelle année de l'Hégire 1436. Voilà, le dossier culture, lui, fait un gros plan sur les activités culturelles, artisanales et touristiques de la Journée internationale de la femme rurale célébrée le week-end dernier à Bandiangara. 4 membres du gouvernement ont participé à cette célébration que les femmes ont mise à profit pour visiter quelques sites touristiques du pays d'Ogon et apprécier les produits de l'artisanat d'art de la localité. Le textile d'Ogon a séduit les visiteurs, parmi lesquels notre reporter Cheikh Oumar Sangaré. Le temps de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale a été donné par une exposition des produits artisanaux locaux. C'est pourquoi le département en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et celui de l'artisanat et du tourisme agissent ensemble. Généralement, quand les touristes viennent, ils achètent les produits faits par les femmes. Donc vraiment, ça fait des activités génératrices de revenus pour les femmes. Et c'est le ministère de la Femme est en train de lutter pour augmenter le revenu de ces femmes. C'est pourquoi nous avons voulu vraiment faire cette activité ensemble pour voir l'apport des femmes dans le domaine du tourisme et de l'artisanat. C'est la solidarité gouvernementale. Et moi, je me réjouis vraiment d'avoir mis cet élément-là dans notre programme. En tout cas, je suis très contente et toutes les femmes sont contentes. Les hommes également, parce que nous sommes allés, nous avons vu, nous avons compris l'histoire. Au cours de cette journée de la femme rurale, les produits artisanaux ont été vendus à hauteur de souhait. Cela au bénéfice de l'économie locale et du consommé malien. Le textile d'Ogon n'a laissé personne indifférent. Qui va valoriser le coton si ce n'est pas nous, Maliens d'abord? Donc je suis fier de porter ça et je demanderai à tous les Maliens de porter les habits qui sont produits ici, parce que la première matière est faite au Mali. L'un des moments forts de cette célébration de la journée de la femme rurale fut le défilé des différentes troupes artistiques et culturelles de la zone. On ne saurait oublier la danse des célèbres masques d'Ogon, des masques parfois d'une grandeur et d'une beauté considérable. Le dernier jour de la célébration fut consacré à une excursion au pays d'Ogon.
Première destination, village de Songo, avec sa belle architecture à base de pierre et sa célèbre grotte de circoncision triennale. Ici, on retrouve des peintures rupestres et des signes particuliers de chaque famille. Après, la délégation a mis le cap sur le village historique de Degemere pour visiter la colline sur laquelle El Hadj Oumar Tall a disparu en février 1864. Les femmes se sont réjouies de découvrir le Mali profond et en ont profité pour prier pour le pays. Aujourd'hui, j'ai eu le bon prétexte dans la grotte de prier encore beaucoup plus pour le Mali en étant beaucoup plus en relation et en communion avec Dieu parce que la paix règne sur le Mali et Dieu protège le Mali et ses enfants. Nous avons beaucoup profité de cette visite car elle nous a permis de découvrir plusieurs merveilles naturelles de notre pays. C'est en toute sécurité que les femmes du Mali ont visité ces sites, d'où cet appel du chef du département en charge du tourisme. J'exhorte les Maliens vraiment à visiter le Mali profond, à s'approprier des sites touristiques du Mali. On n'avait rien vu de suspect dans toute la zone. Donc c'est la preuve que vraiment ces sites sont encore fréquentables. Le département ambitionne aussi d'apprendre notre histoire aux jeunes par des visites touristiques. Il faut que nos étudiants, nos scolaires puissent découvrir leur pays, puissent connaître leur pays, connaître l'histoire de leur pays. C'est pourquoi au niveau du département actuellement, on a un programme de tourisme scolaire et universitaire qu'on est en train de gérer avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur. Ambédjel Guinée-Do, dans l'univers fascinant Dogon, sanctuaire de la culture Dogon, Badjangara, la ville chaleureuse du Mali. L'émission Question d'actualité de ce soir est consacrée à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il est question non seulement du renforcement des différentes mesures prises au Mali pour y faire face, mais aussi de l'état de santé des personnes mises en quarantaine suite au décès de la petite fille à Kaï. Une émission en Bamalankan dirigée par Marc Koulibaly. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur le RTM et bon début de semaine à tous et à toutes.